Notre maison brûle et nous regardons ailleurs. Cette phrase résonne encore dans nos esprits. Véritable cri d'alarme qui continue à nous interpeller dans un contexte mondial marqué par une instabilité croissante, des crises économiques, des tensions commerciales accrues et une urgence climatique. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette session de clôture de la conférence mondiale sur la croissance. Oui, elle brûle encore notre maison, mais ici à Rabat, sous l'initiative de l'Institut Amadeus, dont je salue l'engagement de son président Brahim Fassi, notre continent invitant le reste du monde, plutôt que de regarder ailleurs, a fait le choix de l'action portée par nos réflexions partagées. 2 jours de réflexion, 2 jours d'échange, 2 jours de discussion. Que retenir ? Avec moi, autour de cette table, j'aimerais introduire et saluer respectueusement Son Excellence Madame Aminata Touré, haute représentante du Président de la République du Sénégal, Son Excellence Monsieur Patrice Emery Trovaoda, ancien Premier ministre de la République démocratique de Sao Tomé et Principe, Son Excellence Monsieur Moussa Mara, ancien Premier ministre de la République du Mali, Son Excellence Monsieur le Vice-Premier ministre, Monsieur Moukoko Samba, Vice-Premier ministre de l'économie de la République démocratique du Congo, Excellence Madame Bestine Kazadi, ministre déléguée du ministère des Affaires étrangères en charge de la coopération et de la francophonie, Excellence Omar Egina, secrétaire d'État du ministère de l'Industrie et Commerce chargé du commerce extérieur du Royaume du Maroc, Monsieur Andri Ramanampano Arama, secrétaire général du ministère de l'Économie et des Finances de la République du Madagascar, et notre hôte de ce jour, Monsieur Brahim Fassi Firi, président et fondateur de l'Institut Amadeus du Royaume du Maroc. Bienvenue à tous. Je m'en vais donc passer la parole à notre premier intervenant et une question générale adressée à tout le monde. Que retenir ? La parole est à vous, Madame Aminata Touré. Je vous remercie. Ouais, enfin, c'est une question pas simple. Que retenir, c'est, je crois, déjà la volonté d'échanger nos expériences et surtout, en tout cas c'est mon espoir, que nos expériences débouchent vers des actions communes. Parce qu'évidemment, ce n'est pas le premier forum de ce genre auquel chacun d'entre nous assiste. D'abord, je salue la reprise des activités d'Amadeus et je félicite son président. Ce que j'ai retenu d'extrêmement positif, c'est déjà la diversité des intervenants, le secteur privé, des décideurs, d'anciens décideurs, de futurs décideurs à des stations élevées, et également le mix intergénérationnel entre de jeunes professionnels, pas si jeunes que ça d'ailleurs, et des plus vieux acteurs. Et je crois que c'est dans ce sens-là que la coopération doit se faire. J'ai aussi retenu, en tout cas c'est ce que je veux retenir moi, un sentiment d'optimisme. Parce que pendant de nombreuses années, on nous a baignés dans ce sentiment d'afro-pessimisme, alors que nous avons toujours eu un potentiel et nous en avons toujours. Et le Maroc est là pour démontrer que, disons, il est possible d'aller de l'avant, mais également d'autres pays africains qui affichent des taux de croissance élevés, qui affichent une amélioration de leur standard de vie. Et ça, on ne le dit pas assez. Donc, c'est l'occasion également de rappeler au reste du monde, d'abord l'extrême, et ça j'insiste toujours là-dessus, l'extrême capacité de résilience de ce continent. Je dis les Mayas, les Aztèques, les Incas ne sont plus là.
Et c'est cette résilience et cette capacité à nous réinventer sans cesse qui fait notre particularité d'Africains, et nous en sommes extrêmement fiers. L'Afrique se présente sous plusieurs tableaux. Vous avez l'Afrique du Nord, vous avez l'Afrique de l'Est, centrale, australe, et nous avons des expériences différentes. Mais ce qui nous rassemble, c'est que nous avons connu aussi l'oppression. Nous avons connu également la domination et nous avons eu cette capacité à vouloir nous en sortir. J'ai retenu également des échanges cette capacité d'affronter la réalité, parce qu'il faut l'affronter. Une réalité qui s'impose à nous, une population extrêmement jeune, vaillante et dynamique, qui a envie, comme le reste du monde, parce qu'elle est complètement décomplexée, elle ne connaît pas justement les stigmates liés au colonialisme. Ils sont nés après les indépendances, ils vont dans de bonnes universités chez eux, ils savent produire du savoir intellectuel, et justement, ils regardent le reste du monde avec ce sentiment légitime d'égalité. Et c'est pour ça que l'inégalité leur est particulièrement insupportable, parce qu'ils n'en voient pas les fondements. Et c'est aussi un appel à nos partenaires, disons, qui sont hors du continent africain, occidentaux notamment, mais également asiatiques, à comprendre ce nouvel état d'esprit qui s'impose en Afrique. Au Sénégal, voilà, pays que je pourrais citer, notre président vient d'avoir 45 ans. Il a été porté au pouvoir par une population jeune qui représente 70% de l'électorat. Alors, si vous venez dans une dynamique de partenariat avec des idées qui datent des années 50 ou 30 ou 20, il n'y a aucune chance que ça marche. Et c'est un appel vraiment à nos partenaires à faire également leur introspection et à changer de culture, sinon ça ne marchera pas. D'autant plus que maintenant, nous avons un marché des affaires tout à fait ouvert, mais le message que j'adresse à nos partenaires occidentaux, il est valable aussi pour nos partenaires chinois, asiatiques ou autres, que désormais, il faudra qu'on puisse travailler ensemble pour augmenter la croissance globale, mais sur des termes et des conditions égalitaires. Je crois que ça, c'est l'aspiration profonde des populations africaines, basée sur, on sait faire des affaires partout. J'entendais un président bien connu qui disait que son métier, c'est de cut deals. Well, we want to cut deals, but fair deals. C'est ça, je crois, le message qu'il faudra comprendre. On a parlé de croissance globale, parce que je crois que le bien-être de l'humanité va reposer sur la création de richesses, mais de richesses qui ne vont pas détruire justement notre planète. Et c'est là où nous devons partager, à mon avis, des valeurs communes. C'est pour ça que je suis, moi, pour ce qui me concerne, une grande défenseuse des droits humains, parce que c'est ce qui nous rassemble. Quand la Déclaration universelle des droits humains a été votée, je ne suis pas sûr que si elle devait se présenter aujourd'hui, elle serait votée avec autant d'unanimité qu'à l'époque. Mais son aspiration, qui demeure plus que jamais contemporaine, c'était que l'on puisse faire prévaloir les valeurs de justice, d'égalité et de solidarité du genre humain. Et je crois qu'on en est là. Quels que soient nos intérêts respectifs, il va falloir qu'on puisse s'asseoir et comprendre que les rapports de domination ne sont pas forcément de nos jours ceux qui feront avancer la croissance. Alors, je crois en une croissance aussi, ça a été dit, je crois par tout le monde, partagée par tout le monde. Et pour l'Afrique, ça s'oppose en termes d'accélération de l'éradication définitive de la pauvreté. Nous avons nos différents pays qui sont très riches en ressources, mais depuis longtemps. On est un peu fatigué d'entendre que l'Afrique a un potentiel, mais il faut transformer, comme au rugby, les essais. Et nous sommes dans une phase de réalisation de ces essais pour qu'on passe très rapidement à d'autres standards de vie. Et on a vu des pays qui ont pu le réaliser. Des pays qui sont sortis de traumatismes post-coloniaux, qui ont eu à affronter des guerres civiles, etc. Parce que souvent également, il faut que nous fassions le travail sur nous-mêmes en tant qu'Africains, en démontrant d'où on vient. Quand un pays comme le Sénégal, en 1960, son espérance de vie était de 40 ans, et qu'aujourd'hui l'espérance de vie va vers 68 ans, ce qui est encore très faible, mais c'est tout un parcours qui a été fait. Compte non tenu, comme j'ai dit, des contextes qui ont été très loin d'être favorables. D'autant plus qu'aujourd'hui encore, certains pays, justement, doivent lutter pour leur propre existence. Préservation de leur souveraineté, lutte contre
disons, des agressions, etc. Mais surtout, lutte pour la bonne gouvernance. Ça, c'est nos devoirs internes que nous devons réaliser, qu'on arrête de piller aussi les ressources de nos pays. Ça a été dit par la bande, mais il faut que ce soit au centre. Que les ressources vraiment servent à régler les problèmes de nos populations et qu'on mette en place des mécanismes en place. Et quand je parle de corruption, elle ne concerne pas seulement les dirigeants africains. Il n'y a jamais de corrompu sans un corrupteur. Donc ça s'adresse, disons, à toute la... Et ce n'est pas une spécificité d'ailleurs africaine, parce que les plus gros scandales, souvent d'ailleurs, ne se sont pas passés forcément sur le continent africain. Donc ça également, c'est bon de le rappeler. Mais nous sortons, ou en tout cas nous partirons avec, disons, un regain d'intérêt, du point de vue de la réflexion. Je pense que l'Afrique doit construire son propre narratif, à commencer par le narratif économique. Je disais que nous sommes tous les économistes qui sont ici ont été formés voilà, à l'aune d'Adam Smith. Voilà, et on fonctionne comme ça toujours, alors que les réalités aujourd'hui, ce sont des réalités différentes. La socio-économie, l'économie circulaire, l'économie solidaire qui est proche de nos réalités culturelles, ben, on ne les a pas encore conceptualisées et mis au centre de nos problématiques de croissance. Et ça, c'est également l'Afrique qui ferait confiance en l'Afrique. Quand on le dit, ça se pose en termes très, très, très concrets. Nous avons eu voilà, beaucoup de développements intéressants sur comment mobiliser les différents financements, mais je pense qu'il va falloir être plus original que ça. Vous prenez un secteur comme celui de la microfinance, en tout cas au Sénégal, vous l'agrégez, mais vous avez une surface financière qui est peut-être plus élevée que celle des banques classiques. Mais personne, justement, ne s'y intéresse parce que nous sommes toujours sur d'anciens schémas. Les fameuses tontines de femmes qui existent, je pense, au Maroc aussi, ou ces petites micro-épargnes qui pourraient servir à financer justement ce début d'industrialisation au niveau local, c'est également... à mon avis, des dynamiques. Donc c'est une invite aussi à la réflexion, mais à une réflexion osée. Moi, je pense que l'Afrique, si elle veut s'en sortir, il va falloir qu'elle ose créer son propre chemin, comme l'ont fait beaucoup de pays. Moi, je considère que je ne suis pas encore si grabataire que ça, mais étant jeune, j'ai assisté à l'émergence de la Chine à l'échelle d'une vie, où ils sont passés d'une situation d'extrême pauvreté. Aux États-Unis, il n'y a pas très longtemps, on vous disait « You are unlucky like a Chinaman, but now you're lucky like a Chinaman ». Donc, il faut également se rendre compte que c'est possible. Si la Chine est assise sur voilà, un millénaire ou plusieurs millénaires de sagesse, bah, c'est la même chose pour l'Afrique, qui est porteuse d'une philosophie, d'un savoir, d'une sagesse qui fait que bien que plusieurs pays vivent avec moins d'$1, la majorité de leur population vivent avec moins d'$1 par jour, ben quand même, c'est des sociétés résilientes qui existent parce que nous avons un modèle à présenter au reste du monde. La question qu'il faudrait se poser d'ailleurs, c'est que est-ce que les Africains ne sont pas les derniers humains de la Terre? Parce que pour ce qui concerne les solidarités, les valeurs humaines, etc., qu'on ne retrouve plus ailleurs. Parce que justement, l'hyper-industrialisation a déshumanisé aussi beaucoup de sociétés. Donc nous avons à créer un nouveau modèle où l'homme et la femme, et voilà, la communauté reste au centre des préoccupations et les relations humaines sont basées sur également la bienveillance que nous devons entre êtres humains. Ça paraît utopique ce que je dis, mais j'y crois fondamentalement parce qu'au fond, ce qui est notre projet commun en tant qu'humains, ben, c'est d'être happy on earth. C'est quand même le projet fondamental que nous poursuivons, certains parce qu'ils veulent être riches, d'autres parce qu'ils veulent acquérir le savoir, d'autres parce qu'ils veulent avoir justement la paix et la tranquillité, d'autres des espaces verts, etc. Donc cet indice d'ailleurs du bien-être humain est un indice qui pourrait conduire justement la plupart de nos politiques. Mais pour dire que les questions économiques ne peuvent pas être dissociées des questions sociales, des questions culturelles, parce qu'au fond, la croissance et l'économie, à terme, telle que l'avaient conçu ceux qui ont inventé l'économie, c'était de contribuer au bien-être humain. Donc il nous faudrait continuer à réfléchir ensemble pour créer plus de richesses, mais une richesse qui ne mette pas en danger notre planète, mais
qui nous permettent, en tant qu'humains, en tant qu'Africains, interagissant avec le reste du monde, de conserver notre dignité, de développer notre économie et d'assurer des conditions de vie décentes à nos populations. Merci. Merci beaucoup, Madame Aminata, pour ce partage d'expérience, cet optimisme affirmé, cette résilience assumée et cette invitation à affronter la réalité qui est la nôtre et une invitation à ce changement de paradigme culturel et à ce nouveau narratif économique.